Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde organisée par Femmes et Traditions ayant pour thème Féminisme et Tradition, contraste ou corrélation. Quel défi pour la femme africaine et afrodescendante du XXIe siècle. Cette activité est inscrite dans la programmation de ce mois de mars qui célèbre la femme et qui fait suite à la Journée internationale des droits de la femme. Avant de débuter, nous remercions nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Et j'aimerais aussi poursuivre pour faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et nous reconnaissons la nation Gahen-Gueye comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et d'autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, j'espère, oui, je vois, il y a déjà des personnes connectées qui nous attendaient. Nous avons une belle fourchette de panélistes aujourd'hui qui vont se joindre à moi pour aborder cette question de tradition, cette question de féminisme. Je vais admettre une autre de nos panélistes qui vient d'arriver. La voici, la voilà. Donc, ça y est, nous sommes au complet. Nous sommes au complet. Elle dit d'accord. Nous sommes en direct. Bienvenue. Bienvenue. Avant de débuter quand même notre échange et surtout vous présenter nos panélistes, j'aimerais qu'on visionne un petit peu cette vidéo qui est tellement parle. Femme d'Afrique, qu'as-tu obtenu de notre démocratie? Tout avant son arrivée, tu as été servi comme une arme. Tu as été humilié, traité de moins que rien. Aujourd'hui tu es oublié, illégitime, dans silence. Femme, réveille-toi. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Femme de chez moi, pourquoi tant de haine envers toi? En file indienne, des familles errant fuyant la guerre. Matelas sur la tête, dans la main un bidon d'eau et un bébé sur le dos, à la recherche d'une nouvelle terre. Comme si celle de l'Afrique n'est plus leur propre terre. Femme, réveille-toi. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Rendez-moi mon Afrique, rendez-nous nos pays. On peut s'épanouir en Afrique sans émigrer à côté. Rani et Madosile, Maou et Noya Soupona. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Femme d'Afrique, unissons-nous et sauvons l'Afrique.
femme, il y a la tolérance. À la femme, reprends ta place. Avec femme, il y a toujours la paix. Kanye madosile, maoué noya soupona. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Rendez-moi mon Afrique, oh, rendez-nous nos pays. On peut s'épanouir en Afrique. Alors voilà, cette vidéo, c'est pour introduire notre chanteuse, artiste Madou La Daronne, qui est donc en direct avec nous de la Côte d'Ivoire. Elle a eu le prix de la paix en 1996. Elle est placée parmi les 56 femmes les plus en vue au Bénin. Elle a eu le prix du meilleur clip féminin au Bénin Golden Awards, nominée 2 fois au Cora Awards en Afrique du Sud dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest en 1999 et en 2004. Elle reçoit en 2015 à Dakar le prix international de l'espoir africain pour l'ONU Femmes et le trophée au Cannes. Donc, vous êtes connue aussi, Madou, pour vos chansons qui envoient des messages en faveur de la paix, de l'amour et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et celle qu'on vient d'écouter est illustre parfaitement l'importance que vous accordez aux conditions de la femme et de ses enjeux. Je poursuis les présentations avec Dr Corinne Mincé-Caster, qui est d'origine martiniquaise. Elle est en direct avec nous de France. Elle est donc agrégée d'espagnol en docteur en sciences au langage, professeur de linguistique hispanique et de dractudoctologie à l'Université des Antilles qu'elle préside actuellement. Elle est reconnue... Non, vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. J'ai trouvé votre biographie sur la plus récente par rapport à votre livre. En tout cas, vous êtes reconnu comme pour avoir travaillé sur les cultures latino-américaines et caribéennes. Et en 2016, et beaucoup pour ça aussi, vous avez publié un ouvrage qui s'intitule Mythologie du vivre femme. Et à travers donc cet ouvrage, vous aventurez votre réflexion dans les mondes arabo-musulmans, asiatiques et sud-américains, et vous mettez à jour aussi des mécanismes qui ressortent d'une même volonté d'assigner une condition inférieure à la femme. Vous soulignez l'impensé du rôle social des femmes qui affecte autant la femme que l'homme, et vous étudiez avec une remarquable acuité la construction de la masculinité dans les sociétés créoles, européennes et autres. Ça va, Madame Mincé-Caster? Notre prochaine panéliste est Raymond Diaba-Gomis, d'origine ivoirienne, en direct de Montréal. Elle est fondatrice du concept Cuisiner avec les Gomis et du groupe Raymond Gomis Motivation Femmes de Vision en Mouvement. Sa mission, c'est de transformer des vies, des mindset et être une instigatrice en prise de prise conscience par son courage, sa force, sa sagesse et son expérience de vie pour pouvoir aider les femmes dans un empowerment, un branding et une motivation vraie remplie d'amour. Elle a un parcours professionnel riche et multiplié dans de nombreux domaines. Elle a eu un parcours dans la finance, l'éducation, le social, la psychologie. Elle est spécialiste et experte vraiment pour encourager et aider les femmes à surmonter les épreuves de la vie en vue d'atteindre leurs objectifs et pouvoir vivre leurs propres rêves. Est avec nous également, et elle bouge la tête, Myriam Romuald et Luther. Je pense que tu prends des notes et tu bouges la tête. Myriam Romuald et Luther qui nous vient de la Guadeloupe. Elle est d'ailleurs en direct de Guadeloupe. Elle est la secrétaire de l'organisme Coreca, qui est un partenaire incontournable de la coopération dont l'objectif est de renforcer la connaissance de la Caraïbe et d'établir des relations durables avec les acteurs de la coopération. Elle a été nommée en 2020 ambassadrice du mouvement pour le développement durable. Et pour terminer, la plus jeune de l'équipe, nous accueillons Élise Cali, qui est accordéoniste, qui est en direct de France.
qui a commencé l'accordéon dès l'âge de 8 ans. Hein. Elle a joué dans plusieurs groupes de jazz oriental. Et puis, dis à papa qui crie fort. Comment? Oh non. Autant pour moi. Vous êtes en direct, alors fermez vos micros. Et donc, Élise a décidé effectivement de monter un projet pour notamment créer un répertoire traditionnel autour des quadrilles guadeloupéens, qui est une danse traditionnelle, parce qu'elle va faire une rencontre qui va la conduire à se lancer dans ce projet. Donc, cette rencontre, c'est Monsieur Négoce, qui est un des maîtres des bals quadrilles. Et dès cette rencontre, elle va vouloir faire tout en sorte pour protéger cette musique, monter un répertoire traditionnel, comme je l'ai dit, afin que cette tradition qui est en voie de disparition perdure. Et depuis même 2018, elle collabore avec une compagnie de danse qui s'appelle Difekako, dont je salue la présidente que je connais très bien, et qui lui permettent finalement de pouvoir non seulement partager sa passion, son désir de transmission, mais aussi de faire cette rencontre entre l'accordéon qui met en avant la musique traditionnelle qu'elle veut protéger avec les musiques urbaines et la musique classique. Alors, mesdames, merci, un grand merci pour votre participation à cette table ronde. Je rappelle à ceux qui nous suivent que cette table ronde a pour but de faire un état des lieux de l'évolution et aussi, je dirais même la maturation du féminisme africain et afrodescendant. Il s'agira de faire un survol de ce courant dans nos communautés noires traditionnelles et de montrer si la femme noire militante rencontre des défis en ce 21e siècle dans son engagement du changement et de sa volonté d'observer ses traditions. Avant de vous entendre chacune sur votre vision du féminisme et de la définition que vous y donnez, j'aimerais tout d'abord contextualiser ce concept. Alors, indépendamment de là où on se situe, c'est un concept qui travaille et qui donne la place aux femmes pour, on le sait, le droit au vote, le droit à l'émancipation, le droit à l'avortement, le droit à l'éducation, le droit à l'exercice des fonctions qui étaient traditionnellement réservées à l'homme. C'est un mouvement qui reconnaît les mérites de la femme. On sait que c'est un mouvement qui est parti, si on regarde l'histoire, ça a pris forme lors des 2 guerres mondiales avec le départ des hommes qui ont été enrôlés en guerre et les femmes donc ont assuré une présence dans les usines. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a connu la grève des ouvrières textiles à New York. Et en termes de repères, on a souvent effectivement l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, quand on parle de féminisme. Cependant, il y a eu des sociétés, il y a même des sociétés féministes qui ont pris leur essence et qui existent en Afrique, des systèmes dans lesquels une femme pouvait se marier simultanément à plusieurs époux. On parle de la polyandrie. Dans d'autres sociétés africaines, c'est la femme qui pouvait donner son nom à son enfant et pas le père. Alors là, c'est déjà ce que je voulais situer, contextualiser comment existe, comment est le féminisme autant dans les pays occidentalisés, les États-Unis et par rapport à l'Afrique. Maintenant, j'aimerais effectivement entendre de votre côté, c'est quoi votre vision du féminisme et la définition pour vous du féminisme. J'aimerais commencer dans le sens de mon écran avec Madame Corinne Menseh-Caster. Oui, alors, le féminisme, c'est d'abord la prise de conscience, je pense, d'une différence que les sociétés établissent entre les hommes et les femmes, entre le traitement des hommes et le traitement des femmes, que ce soit au niveau de l'éducation des filles et de l'éducation des garçons. Donc, je pense que c'est une prise de conscience et ensuite une sorte de philosophie pour essayer de réduire les écarts et surtout de faire comprendre aux filles dès l'enfance et aux femmes après qu'elles ont des droits et pas seulement des devoirs et des obligations parce que malheureusement souvent
dans l'éducation des filles, on fait ressortir beaucoup plus les obligations et les devoirs, plus que les droits. Et une fois que l'on s'est approprié cette idée d'obligation et de devoir, on peut justement ne pas aller au bout de soi, au bout de tout ce que l'on pourrait faire, et on se met des freins. Donc, je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui ne doit pas concerner que les femmes, qui doit concerner toute la société et qui doit être, on va dire, bien pensé par les mères aussi, parce que c'est elles qui, en priorité, transmettent un certain nombre de valeurs à leurs enfants, à leurs filles, à leurs garçons. Et si elles ne transmettent pas les mêmes valeurs aux deux, ben, on aura, comme on dit un peu chez nous, moi, lâcher quoi que moi, Marie pour les autres, c'est-à-dire qu'on aura des garçons qui seront élevés de façon machiste et des filles à qui on demandera de se plier à ça. Donc, il faut une prise de conscience, une éducation et ensuite eh ben, des valeurs partagées qui permettent justement un équilibre des droits et des devoirs entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup, Corinne, pour votre perception et votre vision. On va y aller avec Madou. Pour vous, Madou, ce serait quoi la définition que vous donnez au féminisme, votre définition à vous? Quelle est votre vision par rapport à ça? Pour moi, le féminisme n'est pas faire entre les hommes et les femmes. C'est juste la promotion vis-à-vis le féminisme permet de dénoncer à l'assumer pleinement. Pour moi, c'est une doctrine qui préconise l'égalité. Mais la femme. D'accord, désolée avec la qualité sonore. Je pense que Madame Madou a quelques problèmes de connexion. Nous avons saisi quelques mots sur vos commentaires. Bon, c'est sûr, ça aurait été bien de vous entendre mieux, mais nous avons compris que pour vous, effectivement, le féminisme, c'est encourager l'égalité entre les femmes et l'homme, la femme et l'homme. C'est une prise de conscience aussi, vous l'avez dit. On espère qu'on va pouvoir vous entendre mieux tout à l'heure. Alors, je vais y aller avec Madame Melutaire, Myriam Melutaire. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, okay. Oui. Bonjour. Donc, moi, en fait, le féminisme, je vais compléter tout simplement ce que Corinne a dit préalablement, mais c'est vrai que c'est une prise de conscience qui se révèle dans l'action, d'accord? Ce sont des revendications, c'est un mouvement social de lutte, donc avec ce côté collectif hein, de mouvement social, de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères, qu'elles soient professionnelles, familiales, économiques, politiques. Mais c'est aussi, au-delà de cette action militante, enfin, de cette action de revendication, je le vois aussi comme une façon, une façon de critiquer les choses, c'est-à-dire une façon de remettre en question des normes qui sont admises, remettre en question des valeurs qu'on considère comme universelles, c'est remettre en question le naturel, c'est remettre en question le masculin et le féminin dans la pensée, en fait, dans le décryptage des choses. Donc vraiment deux aspects, la revendication, mais aussi la possibilité, le féminisme pour moi a une fonction critique dans la mesure où elle permet de déconstruire des éléments qui normalement devraient être acceptés par tous. Merci beaucoup Myriam, on va y aller avec Raymonde. Oui, donc en fait, mes consoeurs ont déjà tellement bien parlé de ça et vraiment, je sais même pas quoi ajouter pour le moment. Donc c'est tellement intéressant. Mais comme ce que je dis, c'est que
on a des droits, c'est vraiment important de le souligner. Et puis, il faut pas juste seulement le souligner seulement le 8 mars pour les droits des femmes. Il faut vraiment le souligner tout le mois de mars. Pour moi, c'est comme on dit, le mois de l'histoire des Noirs. C'est pas juste le mois de février. Il faudrait que ça soit, on trouve des manières de le signifier, le stipuler tout le temps. Donc, ce combat pour nos droits, comme on dit, la vie des femmes compte. Et moi, je le disais comme tantôt, c'est la minorité invisible. C'est pas visible. Donc, on doit vraiment parler de ça tout le temps. Voilà un peu. D'accord, parfait. Et on continue avec Élise. Oui, ben pour moi, le féminisme, au départ, c'est vraiment un mouvement, voilà, qui représente beaucoup sur le combat des femmes, l'égalité hommes-femmes, donc qui se décline aussi en beaucoup de formes, mais peut-être concrètement, pour moi, le féminisme, ça va être peut-être dans l'action de montrer qu'une femme peut faire des choses que les hommes font habituellement, même si on peut dans certains endroits avoir la chance en tant que femme de pouvoir être à une place, peut-être la place qu'on veut. C'est aussi parce qu'il y a eu des luttes avant. Voilà, il y a quand même eu des avancées qui font que maintenant, à certains endroits, les femmes ont leur place, mais c'est vrai que c'est pas fini et on a besoin justement de mettre ça en avant et donc montrer que on peut être à la place des hommes, montrer qu'on y est bien et avoir conscience aussi que ça n'a pas été facile et que si on en est là, c'est peut-être parce que voilà, il y a eu des combats avant et voilà, c'est aussi être reconnaissante de ça, en avoir conscience parce qu'on n'en a pas forcément conscience et voilà, être à des postes d'hommes, jouer des musiques destinées au départ aux hommes et que les autres voient, ah bah oui, effectivement, c'est une femme qui est là. Peut-être qu'une autre femme qui pense qu'elle ne peut pas le faire va se dire, ah oui, bah si elle le fait, et bah moi aussi. Et c'est en ça que c'est vraiment, oui, je suis d'accord sur la prise de conscience, avoir conscience de ça et montrer qu'on peut le faire. Malheureusement, on est encore obligé de montrer qu'on peut le faire, mais voilà, il faut en avoir conscience. Alors, j'entends que dans ce que toutes vous avez dit par rapport à votre vision et la définition que vous donnez au féminisme, que c'est vraiment un mouvement social de lutte au niveau des inégalités. C'est une remise en question des normes et c'est une volonté de déconstruire des normes qui ont été admises. C'est prendre conscience qu'il y a un écart entre l'homme et la femme et que, comme disait Corinne Mensecaster, ça concerne en fait tout le monde, c'est toute la société qu'il faut avoir donc des valeurs partagées. J'entends aussi que le féminisme, c'est surtout l'art d'être femme. C'est l'art d'être femme, c'est à la fois d'être aussi une mère, c'est à la fois être une épouse et citoyenne dans la société. C'est aussi la femme qui va lutter bien sûr pour ses droits, et pour l'acceptation de ses revendications. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous allons aborder deux féminismes. On a un féminisme en Afrique, et il faut aussi déjà savoir lequel, parce que ça va être un angle aussi à bien comprendre. Et il y a un féminisme afro-antillais, enfin afro-caribéen, un féminisme afro-descendant, et indépendamment dans la société à laquelle on appartient. J'aimerais revenir du côté de Dr. Mensecaster. Le féminisme antillais, qu'est-ce qu'il pourrait signifier? Qu'est-ce qu'il pourrait représenter? Alors, je ne suis pas toujours très enthousiaste pour parler de féminisme antillais parce que je ne suis pas certaine que ce soit homogène et il y a sans doute des féminismes, il y a surtout des luttes et des revendications pour les droits des femmes. En revanche, je suis plus réservée sur la question de l'émancipation féminine. Je crois que nous avons été
en tout cas beaucoup en Martinique, un peu enfermées dans la sphère domestique. Je vais dire ça comme ça, avec toute cette apologie de la femme potomitan, et que nous avons du mal à investir la sphère publique, la sphère des responsabilités, notamment politiques. Est-ce que vous pouvez expliquer le terme potomitan? Parce qu'on en a des internautes qui nous suivent, qui ne connaissent pas. En fait, femme potomitan, ça veut dire, potomitan, c'est le pilier. Donc, la femme potomitan, c'est la femme qui est le pilier du foyer et qui, avec ou sans l'aide d'homme, et souvent sans l'aide d'homme, sans l'aide du père, arrive à tout faire, en fait, à élever ses enfants, à travailler, à être aussi accueillante avec l'homme. Enfin, voilà. En fait, c'est une femme, une espèce de magicienne qui arrive à tout concilier et qui est considérée vraiment comme le pilier pour ses enfants, un modèle, et il y a beaucoup d'amour. L'amour de la mère antillaise est beaucoup valorisé et c'est très beau. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur ça, mais de dire que les femmes ont aussi un autre avenir que celui d'être mère, qu'elles peuvent aussi beaucoup apporter dans la sphère publique, notamment par leur manière de faire, parce qu'elles n'ont pas été éduquées de la même façon que les hommes, donc elles ont d'autres propositions, que ce soit pour le management, que ce soit pour rester à la sphère politique. Et donc, je dis que je crois qu'il y a encore un combat au niveau de l'émancipation, parce qu'il y a trop peu de femmes en Martinique, c'est différent en Guadeloupe, mais en Martinique, il y a trop peu de femmes encore aux responsabilités, c'est tout récent. Et je crois que là, il faut lutter. Et quand je dis qu'il faut lutter, c'est-à-dire qu'il faudrait que les femmes puissent s'émanciper vraiment, c'est-à-dire ne pas avoir encore un mentor masculin pour qui les chaperonne et qui les dirige pour entrer en politique ou aller dans le domaine de responsabilité très grande, que ce soit au niveau des entreprises ou des administrations. Donc, je crois que cette partie-là du féminisme antillais devrait être plus développée, parce que quand je me suis présentée à la présidence en 2013, ce sont les femmes qui m'ont dit de ne pas faire ça. Ce sont les femmes qui m'ont effrayée. Ce sont les femmes qui m'ont dit que j'allais le payer cher. Elles n'avaient peut-être pas tort, mais je pense qu'il ne faudrait pas que ces paroles viennent des femmes. Ça veut dire qu'elles ont épousé le discours masculin et qu'elles le reproduisent sans justement, comme le disait Myriam, sans fonction critique. Voilà, c'est ça qui me dérange. Alors, tout à l'heure, vous parliez qu'effectivement, il y a une sorte de réveil au niveau de la femme en Martinique pour la lutte qui est déjà plus en avance en Guadeloupe, ce serait ça? En fait, je dis que les femmes guadeloupéennes, il y a plus de femmes guadeloupéennes qui ont accédé à des responsabilités plus tôt. Voilà. Tandis qu'en Martinique, par exemple, la première femme à avoir été députée ou voilà, c'est aux dernières élections. Donc, c'est très, très récent. Il y a très peu de femmes maires. Et d'une façon générale, dès lors qu'une femme veut aller aux responsabilités, on va dire qu'elle est assoiffée de pouvoir. On va la traiter de tous les noms. Et les hommes ne sont pas… voilà. Donc, je dis que l'investissement de la sphère publique, des responsabilités, que ce soit au niveau des grandes entreprises ou des grandes administrations, c'est un domaine que les femmes martiniquaises Ah, on a perdu Dr Mancé-Caster. Alors, c'est intéressant ce que disait Dr Mancé-Caster, parce qu'elle a une approche, elle, sur… bon, elle dit qu'elle n'aime pas dire le féminisme antillais, mais l'émancipation, on va dire, de la femme antillaise, une émancipation qui s'est révélée. Vous voyez, on est dans les îles antillaises françaises, Guadeloupe, Martinique, quand on parle des Antilles au niveau de notre… par rapport à la France. On a effectivement des luttes, des émancipations de femmes qui vont se faire à des périodes différentes, mais on voit que ces luttes-là vont toucher principalement l'accès à certains postes administratifs, certaines sphères qui n'étaient pas réservées aux femmes et qui étaient malheureusement un espace qu'aux hommes, et qui fait qu'elles pouvaient être mal reçues.
Voilà, on vous a perdu tout à l'heure, madame. Désolée, ça a coupé. Et puis, ce que vous disiez était intéressant. Alors, est-ce que Oui. vous pouvez continuer où vous étiez? Ben, je sais pas où vous m'avez perdu, si vous vous en On vous a souvenez. perdu au moment où vous disiez que on a que récemment des femmes maîtresses. Voilà, je disais qu'il a fallu attendre les dernières élections à l'Assemblée nationale et tout ça pour qu'on ait une femme députée et une femme sénatrice. Et qu'il y a très peu de femmes maires et souvent les femmes qui ont accédé à la fonction de maire ont été parfois vraiment coachées par des hommes. Il n'y avait pas cette indépendance de la femme qui décide voilà, d'aller en politique. Et donc, je disais que c'est vraiment là un domaine à conquérir. Alors, je disais aussi que les femmes se méfient un peu du mot féministe parce que souvent, c'est très lié à l'Occident. Et dans nos contrées, Martinique et Guadeloupe, les femmes et les hommes ont souvent mené la lutte pour l'émancipation des Noirs ensemble. Et donc, parfois, il y a une difficulté à se dissocier des hommes pour mener cette lutte. Voilà, c'est plus complexe peut-être qu'ailleurs parce que il y a eu ce combat à mener et l'homme noir n'était pas le principal ennemi. Enfin, si on veut. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que du côté du féminisme africain, ça en est autrement. Si effectivement en Europe, aux États-Unis, ou même ici au Canada, le féminisme, il est montré. Moi, j'ai compris dans mes lectures que le mouvement fait peur en Afrique parce qu'il existe plusieurs courants dans le féminisme. On parle du féminisme modéré et le féminisme radical. Et le féminisme radical, c'est celui finalement qui effraie le plus parce qu'il vient toucher la féminité et la maternité qui sont donc très importantes pour les familles et qui a fait que ça place la femme qui s'affiche dans ce féminisme comme étant mal reçue, en fait, mal perçue, parce qu'on tout de suite, on la catégorise comme étant une féministe radicale et qu'elle n'aime pas le mode de vie et sa société. Et ce féminisme-là effraie les hommes. Il effraie les hommes. Alors que, je disais au début d'un peu dans ma présentation, l'histoire montre en Afrique qu'il y a effectivement une émancipation, une lutte des femmes africaines pour l'égalité depuis l'époque précoloniale. On a une présence de femmes, des reines, des femmes d'État qui ont gouverné des sociétés, des royaumes du moins africains. Et ce qui s'est produit, ça a été la présence des missionnaires qui, eux, avaient une éducation patriarcale et qui l'ont imposée aux sociétés colonisées en recalant la femme dans le second rôle, qui est donc le portrait qu'eux-mêmes ont connu dans leur société d'origine. Et donc, ce que j'entends, c'est que on peut pas nier la présence de la femme autrefois en Afrique dans son rôle de gouvernance, dans son rôle d'affirmation, parce qu'elle va avoir effectivement, souvent elles ont été très nombreuses dans certains villages à avoir être en opposition d'autorité religieuse, où elles étaient aussi des membres très puissantes et respectées dans leur communauté. Donc moi, ce que je vois, c'est que des deux côtés, on a une émancipation, une lutte pour amener la femme à s'émanciper qui est encouragée par les hommes. Et d'un autre côté, on a une émancipation recherchée par la femme, mais qui effraie l'homme. Est-ce que selon vous, ma question serait de vous demander quel rôle va jouer finalement alors si je veux faire référence à Dr Menseh-Caster, qui vous dit qu'on ne doit pas parler peut-être de féminisme, mais plus d'émancipation, quel rôle cette émancipation des deux sociétés peut jouer vis-à-vis maintenant des traditions? Est-ce que vous pensez que ce serait un levier ou ce serait un frein? Qui veut s'exprimer là-dessus? Alors Myriam, et après on ira avec Raymond. Merci Sabine. En fait, ma réponse commencerait par justement le côté tradition en fait. Qu'est-ce que la tradition? Enfin, pour moi, il y a les traditions, donc ce sont les legs du passé
les legs que ma famille me transmet, mais que l'histoire de mon pays, que l'histoire de l'humanité me transmet et que je vais transmettre au fur et à mesure. Et puis, il y a la tradition au sens singulier qui est légitime parce qu'elle vient du passé. Et je crois que la question du féminisme vient un peu, enfin, le féminisme dans son côté, dans sa pensée, vient questionner en tout cas ces legs du passé. Et ce questionnement, bah, il peut avoir des effets différents selon mon positionnement dans telle ou telle communauté ou dans tel système de valeurs en fait. Donc, je crois que le féminisme est là pour questionner des traditions, mais pas forcément tout remettre en question. Hein. L'objectif, c'est de déconstruire pour voir dans quelle mesure ces traditions nous emmènent à continuer à véhiculer des rapports hommes-femmes inégalitaires, continuer à véhiculer des rapports hommes-femmes avec un rapport de domination. Donc, je crois que le féminisme, il est multifacette, un peu comme disait Corinne, hein. C'est pas un mouvement homogène. Et qui va, pour chacune de nous, peut-être prendre des formes différentes en fonction de notre attitude face à l'adhésion à tel ou tel groupe de référence, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a, vraiment, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un féminisme africain, un féminisme antillais, mais en tout cas, une nécessité à chaque fois de questionner dans nos traditions ce qui relève des relations hommes-femmes et des relations hommes-femmes problématiques et d'un rapport de domination, en fait. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Oui. Sabine, on ne t'entend plus? J'avais fermé mon micro. On va y aller avec Raymonde. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est ça. Mais je pense que le féminisme en Afrique, et que ce soit dans les Antilles, ça a été dénaturé par le colonialisme, ça a été dénaturé par les gens qui sont venus changer la donne. Parce que si on veut prendre l'histoire de la reine Pokou, c'est la reine Pokou qui dirigeait le peuple baoulé qui était reine. Si on prend toujours, je veux dire, le royaume sans vie dont je viens, qui est toujours présent. Si on veut prendre les Amazones au Bénin, vous voyez, donc, c'était toujours là. C'est toujours la reine-mère. Effectivement, c'est le patriarcat qui a changé les choses. Parce que même si on vient même dans la société ici, quand on vient chez les Iroquois, quand on vient parler, il y avait la mère. Je veux dire que la sagesse est toujours là parce que peut-être qu'ils vont pas aimer ça, mais on vit un peu plus longtemps. Donc, on a cette sagesse-là qui se prolonge un peu plus. Donc, comme aujourd'hui, on parlerait, oui, on parle de féminisme, mais c'est de l'émancipation, de reconnaître que nous avons un droit, de casser ce stéréotype que les hommes masculins ont forgé dans leur éducation et ils ont décidé que ce soit comme ça. C'est tout ça que nous devons casser. Et nous-mêmes aussi, souvent, nous sommes nous-mêmes les propres freins à cette valorisation de nos droits. Donc, ça sur des générations et des générations, ils ont sémé la division, ils nous ont chosifié, ils nous ont fait plein de choses, le proxénétisme, plein de choses, pour casser la mentalité, le mindset même, la mentalité de comment tu dois te positionner et tout cela pour que tu arrives à un certain niveau. Aujourd'hui, on le constate. On n'a pas dit qu'on va devenir des hommes. De toutes les manières, par notre nature, on est différents. Donc, c'est juste de chercher un certain équilibre. Mais aujourd'hui, on constate que oui, on va dire que non, je vais te payer moins parce que tu as un congé de maternité. Les pays du Nord, quand je dis les pays du Nord, je veux dire le Canada, les pays scandinaves et tout ça, ils essaient de s'ajuster puisque le congé, ce n'est plus le congé de maternité, c'est un congé parental. Mais c'est compliqué. On n'a pas les mêmes salaires.
On se bat toujours pour ça. Quand tu veux accéder à un poste de responsabilité, tu es obligé de t'endurcir. Mais est-ce que j'ai besoin de m'endurcir pour être patron, je sais pas moi, d'un service de renseignement? Est-ce qu'on a besoin de se dénaturer pour pouvoir faire comprendre on peut commander? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus savoir se positionner. Est-ce que le féminisme nous dit de nous dénaturer? Est-ce que le féminisme nous demande de perdre toute notre féminité? Non. Le féminisme est une lutte pour l'équité, pour la valorisation de notre propre personne. Moi, je pense que, et je vais rejoindre Myriam pour dire que peu importe que ce soit dans les Antilles ou en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est un positionnement de casser la mentalité du fait que c'est vraiment avec cette mentalité de patriarcat, du fait que oui, c'est moi, je suis l'homme, je suis ceci. On a, même en Côte d'Ivoire, les femmes, on n'utilisait pas le mot, mais c'était toujours le potomitan. Pourtant, arriver dans les postes de responsabilité, ce sont eux qui se placent là. Et ça aussi, je ne comprends pas ce contraste, je ne comprends pas ce paradigme, je ne comprends pas cela jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je n'aurai pas de réponse. Mais on dit que c'est la pauvre femme qui n'est pas allée loin à l'école, qui va se taper devant la loco, qui est la banane plantain, comme je dis à mes enfants, déshabillés de banane plantain à l'huile dorée, qui va vendre les oranges, qui va vendre le charbon, qui va faire tous les petits commerces, qui va envoyer ses fils en médecine. Oui, et puis après, le père va dire, oh, ce sont mes fils. Mais la dame, elle s'est tuée au labeur, elle s'est oubliée. Mais c'est quoi? Donc, pour finir, oui, vous êtes dans des postes de responsabilité, mais si vous n'aviez pas eu ces dames-là, est-ce que vous serez là? Donc, est-ce que les choses ne peuvent pas être rétablies, ne peuvent pas être dans une certaine justesse? Et aujourd'hui, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur que ta femme rentre en politique. C'est vrai que Sabine a oublié de dire précédemment, j'étais commissaire scolaire à la commission Marguerite Bourgeois. Mais je dérangeais. Pas parce que oui, je dérangeais parce que j'étais noire. Deux, je dérangeais parce que j'étais une femme. J'étais seule commissaire parmi les 3 hommes. Et ils se concertaient. Mais j'étais obligée d'aller chercher l'information. C'est de ça qu'on doit parler. Aujourd'hui, on ne doit plus laisser les discours des hommes nous dire « Ah oui, on veut dire prendre petit. » Non, on doit enlever ça dans notre tête. On ne doit plus nous affilier ou nous identifier au fait que nous aimons les chimères, nous aimons les patriotes. On a des cerveaux, on peut bâtir des générations, on peut faire des femmes en action, on peut devenir des politiciens et tout ça, mais sans se dénaturer, sans perdre notre féminité, sans perdre tout autant notre maternité, tout cela, parce que si nous perdons notre maternité, quel est le schéma, quelle est l'image que l'on va donner à nos filles? Moi, j'ai 3 filles. Quel est le bon schéma? Est-ce que, par exemple, je donne juste un exemple et puis on va arrêter là. Est-ce que si moi, j'ai été abusée quand j'étais enfant, je vais dire à mes filles, non, ne regardez plus des hommes, mon cher. Et puis, je vais leur dire seulement, je vais leur faire le karaté. Je vais leur faire, mais non. C'est de leur dire, de leur parler de ma situation pour qu'elles prennent conscience, pour qu'elles disent ça c'est comme ça, et non de les mettre dans une situation de peur. C'est prendre les exemples pour dire que oui, moi, il y a eu un certain nombre de circonstances qui ont fait que je ne pouvais pas agir comme ça. Et toi, aujourd'hui, tu as les outils, tu as l'Internet, tu as beaucoup de choses qui font que tu as plus d'outils pour toi pour pouvoir prévenir certains fléaux. Alors, il y a Myriam qui veut réagir. Vraiment, je réagis parce que sur la question des traditions que l'on transmet, il y a les traditions culturelles, etc., mais il y a les traditions, on transmet des traditions à nos enfants qui nous ont été transmises par nos parents, etc., même dans les relations hommes-femmes. Je veux dire, ma grand-mère me disait que mon premier mari, c'est mon chéquier. C'est une tradition que l'on transfère. Et donc, on transfère une relation aux hommes qui est particulière quand même. Donc, c'est là que le féminisme, il me semble, a toute son importance dans la tradition. Et tout à l'heure, Sabine disait, les femmes qui exercent des métiers traditionnellement exercés par des hommes.
le côté tradition ici est vraiment, c'est une question d'ancrage, il y a une légitimité dans cette tradition que le féminisme remet en question en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un métier traditionnellement exercé par un homme? Donc dans une réflexion, dans un système de valeurs traditionnel patriarcal, on comprend cette réflexion et le féminisme vient pour justement dire mais qu'est-ce que la tradition et donc quelle est la place de la femme dans cette perception de la tradition. Et c'est pour ça que je trouve que vraiment il me semble que toutes les femmes doivent se questionner sur ce qu'elles racontent à leurs filles ou à leurs garçons parce qu'on véhicule des mécanismes qui sont sexistes, et qui vont faire perdurer en fait des relations qui quelque part nous mènent à des conflits humains. Oui, tout à fait. J'aimerais entendre Élise justement sur cette question de métier traditionnellement réservé aux hommes et que la femme tente d'embrasser. Je dis bien tente parce que là encore c'est pas quelque chose d'acquis là. Élise a décidé de devenir accordéoniste. C'est quoi par rapport à ces commentaires-là que vient de donner Myriam, Élise? Oui, bah par moi c'est le mot tradition effectivement qui me pose question parce que féminisme et tradition, donc il y a de quelle tradition on parle. Est-ce qu'il faut être féministe pour être dans la tradition? Je pense que ça dépend de la tradition. Si on est dans les traditions plutôt religieuses, plutôt de la famille, plutôt tradition professionnelle, et bon bah moi le domaine que je connais plus c'est plutôt la musique. Bon, j'ai à côté de mon parcours musical, j'ai aussi un parcours universitaire aussi, donc je peux aussi avoir été confrontée au nombre d'hommes et femmes qui peut être différent plus on monte au niveau universitaire. Mais pour la musique, est-ce qu'il faut être féministe pour être dans la tradition? Ça veut dire, est-ce que si on est une femme dans un groupe de musique, est-ce que ça fait que la musique n'est plus traditionnelle? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, moi, je dis non, bien sûr, mais par exemple, pour la musique traditionnelle de Guadeloupe que je pratique, par exemple, donc moi je prends un exemple concret pour le quadrille de Guadeloupe, il y a les musiciens, pour les danseurs, il y a plus de danseurs de quadrille de Guadeloupe que de musiciens. Les musiciens sont assez âgés et donc ces musiciens-là, bon, beaucoup des hommes, quand ils voient des jeunes ou des femmes qui pratiquent leur musique, ils sont tellement heureux de voir quelqu'un qui connaît cette tradition et qui a envie de la transmettre, qu'ils vont pas se poser la question de savoir si c'est un homme, une femme, un jeune, un vieux, un noir, un blanc. Ils sont heureux et ils vont plutôt porter cette personne et en être fiers. Ça c'est un exemple concret. Je pense qu'il y a plusieurs exemples similaires à cela. Je vais citer aussi le gros cas. Où l'exemple est peut-être pas aussi, enfin à l'époque on voyait peut-être plutôt d'un mauvais œil les femmes qui faisaient le gros cas, mais il y a eu quand même un combat des femmes justement pour s'approprier le gros cas en Guadeloupe, qui fait que maintenant, même si de temps en temps on a des remarques par-ci par-là, les femmes qui jouent le gros cas, c'est normal, je pense, hein, en Guadeloupe. Vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais en tout cas dans le domaine musical en Guadeloupe et Martinique, quand les femmes jouent, elles sont encouragées, portées. Donc le féminisme dans les musiques traditionnelles, voilà, c'est montrer que les femmes aussi peuvent jouer ces instruments.
peut-être faire des groupes de femmes ou faire des groupes à nombre égal hommes-femmes, de qualité également. Donc voilà, moi je dirais qu'à ce niveau-là, il devient un levier. Voilà, c'est un levier qui permet de porter la musique, les traditions musicales, pardon, et les faire durer. Est-ce que c'est le même point de vue, Madou? Vous qui êtes dans le milieu de la musique, est-ce que pour vous avez le même point de vue? Je ne sais pas si elle nous entend bien, Madou. Elle a beaucoup de problèmes de connexion. Est-ce que vous nous entendez, Madou? Votre micro est fermé, par contre. Si vous voulez vous exprimer, il faut l'ouvrir. Bon. En attendant qu'elle arrive à se connecter, j'entendais tout à l'heure que ça m'a fait sourire. Raymond disait que nous sommes nos propres freins. Ça m'a fait sourire parce que Corinne disait que ce sont des femmes qui Oui, Madou? Vous m'entendez? Oui, là, nous vous entendons. Moi, je vous entends. Je vais revenir sur le point tout à l'heure, les filles. Avec vous, Madou, je disais, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec Élise qui partageait son expérience en tant que musicienne, qui, elle, joue un instrument qui est traditionnellement joué par des hommes et qui maintenant s'est approprié cet instrument-là et qui n'a pas regardé le fait qu'elle soit une femme et que l'instrument qu'elle joue n'est pas réservé aux femmes, mais qui s'est lancée. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, le féminisme, chacun a sa manière de le voir. Et chaque pays a sa manière de nous qui venons, nous qui sommes descendants des Amazones, des guerrières, parler de féminisme, c'est comme si nous regardons ce qui nous tue, enfin, quelque chose qui est déjà à nous. Nous, en tout cas, on s'est toujours occupé de tout ce qui contribue. Et que impose à mais moi je pense que c'est la même sa tigritude, dit-on. Alors on est femme déjà, on est là, on fait beaucoup de bonnes choses, mais je pense qu'on a besoin de faire des tapages, hein, là. Et sauf que je dis toujours, j'hésite qu'on nous reconnaisse notre place en toutes choses, soit au niveau de que ça soit au niveau de tout ce que nous sommes. En fait, moi, c'est ma vision. C'est vrai que je n'ai pas de temps, depuis un temps, j'ai le fil du débat, ce que j'ai en moi. Et je veux seulement qu'on l'avenir africain. Malheureusement, vous émettez de l'image appartient. On vous a perdu encore, Madou. Malheureusement, on a du mal. On vous a un peu perdu dans vos commentaires qui sont tellement pertinents. Et malheureusement, on vous a perdu par moments. On a des bouts. Mais on a compris que vous considérez que c'est un levier et que c'est l'occasion pour les femmes qui sont dans le milieu musical, le milieu donc des arts, à leur niveau, de faire aussi ce travail d'émancipation. De ce que moi j'ai compris, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et les autres, que la musique est un levier aussi pour aider à dénoncer ce qui ne fonctionne pas. C'est de ce que moi j'ai. Oui, à travers, par exemple, à travers mes messages de paix, mes messages, je tire sur l'alarme. C'est moi de contribuer, en tout cas,
D'accord, Madou, merci beaucoup. Alors, je reviens avec le petit commentaire tout à l'heure. Sur les Okay. Alors, je reviens avec le petit commentaire de tout à l'heure. Je disais que Raymond disait que nous sommes nos propres freins. Et ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait me rappeler tout à l'heure que Corinne disait que quand elle a aspiré au poste, elle a été, c'est des femmes qui, au lieu de la porter vers ce poste-là et l'encourager, sont plutôt elles qui l'ont freinée quelque part, ont voulu la freiner. C'est ça, hein? Oui, mais je pense que c'était aussi parce que les femmes ont peur, parce qu'elles ont quelque part intériorisé l'identité qu'on leur a assignée, la place qu'on leur a assignée. Et elles savent que toute volonté de changer de place, c'est une transgression. Et que toute transgression est payée par une sanction en quelque sorte. Donc, elles m'ont prévenue de façon très affectueuse, même si j'étais surprise, bon, sur le moment, parce que moi, j'étais pas dans cette optique-là, parce que, en fait, moi, j'ai eu une mère pas féministe, mais en tout cas très audacieuse. Et du coup, elle m'a toujours poussée à accomplir mes rêves. Donc, j'étais surprise, mais j'ai compris après, parce que tout, c'est vraiment pendant ma présidence que j'ai écrit Mythologie du vivre femme, parce que j'ai appris à ce moment-là que j'étais une femme. Je n'avais pas pris conscience que j'étais une femme et que, en tant que femme martiniquaise, j'avais une place qui m'avait été assignée et que j'étais en train de commettre un crime quelque part de lèse-place. Et voilà, en homme. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à toute cette question des rapports entre les femmes et les hommes. Et je crois que précisément, il ne faut pas oublier que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ce sont les femmes, en fait, qui transmettent les choses. Et quand elles transmettent ce qu'on leur a, les choses telles que la société les a toujours acceptées et présentées, ben, il y a un immobilisme en quelque sorte. Donc, c'est pourquoi il me semble extrêmement important de travailler aussi dès l'enfance sur cela. Et puis, en tant que mère, moi, je suis mère, d'être vigilante parce que des fois, mon fils me dit, une fois, je l'ai traité de poule mouillée. Et il m'a dit, mais maman, toi qui es féministe, tu m'appelles poule mouillée? Mais, ou bien si je lui dis que j'ai peur de descendre les poubelles à la cave, il va me dire, mais non, les femmes ont les mêmes droits. Donc, en fait, les enfants aussi nous éduquent et nous obligent à avoir un regard critique sur les discours que nous produisons parce que c'est, quelque part, on a intériorisé des choses malgré soi et même quand on veut changer, on est prisonnier de ce que l'on a entendu, de comment on a été malgré tout éduqué parce qu'il n'y a pas que les mères, il y a les grand-mères, il y a les tatis, il y a les maîtresses d'école. En fait, on est pris dans un vaste réseau de transmettrices. Et donc, du coup, on peut avoir un discours qui n'est pas celui que l'on voudrait tenir. Et c'est bien qu'il y ait des regards critiques. Et je crois que la jeunesse, en tout cas les jeunes femmes d'aujourd'hui, peuvent produire ce discours critique et obliger à leur mère et peut-être toutes les transmettrices à s'interroger sur ce qu'elles transmettent. Et je crois que ce regard des jeunes sur nous, et la manière dont ils sont appropriés, mais sans se laisser enfermer dans ce que l'on a transmis, c'est essentiel et c'est peut-être ce maillon-là qui manquait aux générations précédentes. Donc, le travail, alors, ok, vas-y Myriam, vas-y. Et puis, je voudrais rajouter que parfois aussi dans la crainte qu'on peut avoir à l'égard du féminisme, c'est son côté moderne. C'est-à-dire qu'on considère que le féminisme, c'est un acteur de la modernité. Et notre regard à la modernité, et je parle bien de notre regard en tant qu'africaine ou afro-descendante, notre regard de la modernité, il se cale sur l'Occident. Il se cale sur l'Occident. Donc, l'Occident, pour nous, représente la modernité et peut nous faire peur, en fait, parce qu'il va peut-être à l'opposé de nos traditions. Et c'est là que je dis que le féminisme est effectivement, pour moi, un vecteur de modernité, mais qui n'est pas attribué exclusivement à l'Occident. La modernité est dans nos sociétés, dans toutes nos sociétés africaines, afrodescendantes. La modernité, c'est quelque chose et nous devons penser notre modernité pour ne pas effectivement, et là je reviens à ce que disait Corinne, oui, peut-être que le féminisme
antillais a été noyé dans la lutte contre le colonialisme. Voilà, puisque comme par exemple, le communisme devait être certainement le berceau de l'égalité des sexes, et puis en fin de compte, eh bien, en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, nos luttes à l'égard du colonialisme a certainement fondu dans la masse les luttes féminines, les luttes féministes. Et par rapport à la modernité, je trouve que c'est la même chose. La modernité, ce n'est pas forcément l'Occident. C'est notre façon féministe de voir les choses qui vont permettre de construire une société antillaise, une société africaine moderne et qui du coup intègre l'équilibre des relations entre les hommes et les femmes. Alors justement, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, tu parlais de ce côté moderne du féminisme. Est-ce qu'on pourrait dire effectivement qu'on pourrait avoir un défi? Quels seraient les défis qu'on doit identifier, que la femme doit repérer pour pouvoir afficher son féminisme ou comme dit Corinne, son émancipation? On l'a vu tout à l'heure qu'elle peut elle peut affronter le regard de l'autre, la perception de l'autre par rapport à sa volonté de s'émanciper, parce qu'elle pourrait être, elle est mal vue. En Afrique, ce serait surtout la considérée comme une féministe radicale, parce qu'elle serait pas du tout dans les normes. Ça signifierait pour le regard de l'autre qu'elle n'aime pas le mode de vie de sa société. Aux Antilles, on l'a vu avec l'exemple de Corinne et puis tout ce qu'elle raconte, c'est aussi un regard mal perçu parce que certains postes traditionnellement doivent être occupés par les hommes. Alors moi, c'est ce que j'aimerais vous entendre concernant les défis qu'on commence déjà à nommer là. Quels seraient d'autres défis vous voyez auxquels la femme, autant africaine ou afrodescendante, rencontrerait en ce 21e siècle, pour pouvoir afficher son émancipation? Sabine, moi, je pense que le premier défi, c'est la transmission. Il faudrait que quand on arrête de biaiser ce défi de le langage dans la transmission, il faudrait, parce que souvent même même si ça a été suscité par certaines sociétés, tout cela, mais nous pouvons constater que en Afrique, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses sexistes parce que le modernisme ne doit plus être lié on doit plus se référer par rapport à l'Occident. On doit se référer par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut améliorer de meilleur? Parce que je pense que toutes les stratégies de guerre qu'on a pris, beaucoup ont été pris chez les Amazones. Et les Amazones, ce sont elles qu'on fait dans certaines guerres avec Béanzin, elles les ont fait gagner. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la transmission. Aujourd'hui, mon premier mari ou bien mon premier ami, c'est pas mon chéquier. Parce que le travail seulement est un outil de notre épanouissement. Mais l'investissement en nous est plus que tout. Donc, qu'est-ce que je dois laisser dans les us qui ne va pas m'avantager et je les mets à la poubelle et je prends ce qui est bien dans nos traditions et que j'inculque à mes enfants. C'est comme tous les jours, je dis, moi, je suis une personne classique. Quand je m'habille, je suis classique. J'aime être classique. Je n'aime pas être, oui, aujourd'hui, c'est Miss Njo. Vous vous rappelez l'époque Miss Njo et tout ça? Il faut traverser le temps. Il faut être dans des choses ou dans des idéaux où nous traversons le temps. Moi, j'ai dit non. Même si je vais à l'école, il faudrait qu'il y ait un certain équilibre. Et la dernière fois, même Élise l'a dit ça. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un équilibre. Nous devons être équilibrés par rapport à nous-mêmes. Et vous avez vu que mes filles, tout le monde chez nous, on cuisine. Cuisine avec les gomistes. C'est tout le monde qui cuisine. Dans cette autonomie de pouvoir, autonomisation, de pouvoir rendre autonome tout le monde, que ce soit papa, que ce soit Yann Cédric, Yoella, Yoana et Yona, tout le monde cuisine. Aujourd'hui, Yona, ils se sont mis en équipe, Yona et Yann sont en train de cuisiner. Mais même dans l'âge, Yann a 20 ans et demi, Yona a 8 ans et demi.
Mais ils sont ensemble, ils sont en train de faire aujourd'hui de la pizza. Mais il faut la pizza, c'est-à-dire que c'est très important dans la transmission. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de contraste entre tradition et féminisme. Il n'y a pas. C'est un levier. C'est-à-dire que la tradition va venir nous aider pour ne pas qu'on ait des dérapages. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de mouvements. Même aujourd'hui, je vais prendre le mouvement contre le mouvement raciste. Mais si on veut se faire entendre, est-ce que c'est en cassant qu'on va se faire entendre? On va juste donner une raison. Quoi de plus normal aux gens pour dire que on vous avait dit, c'est ça comme ça, ce sont des sauvages, c'est mon chien. Mais nous en tant que femmes, nous en tant qu'afro-descendantes, en tant que, je dis, de la minorité invisible, quelles sont les actions que je dois poser? Quels sont les faits? Je dois changer de mentalité. Je dois dire, je prends ce qui est bon. Est-ce que, oui, je dois m'informer. Je ne dois plus rester dans le carcan. Et c'est là que souvent, Sabine, je te rejoins quand tu nous fédères de tous les horizons pour qu'on puisse échanger sur une plateforme. Mais tu vois, je connaissais pas Myriam. Mais ce que ma mère me disait, on le dit à Myriam aussi. Ah, c'est ton premier mari, c'est ton travail. Mais c'est une fausse conception parce qu'elles nous ont transmis seulement leurs blessures. Et c'est très important de ne pas transmettre les blessures. Parce que si tu transmets les blessures, les enfants sont comme des éponges. Ils vont tout absorber. Et il est très important que nous puissions vraiment, comment on dit ça, le message qu'on doit, on transmet maintenant. La transmission, moi, c'est pour ça que vous voyez, j'adore l'éducation. La transmission des informations ne doit plus être biaisée parce qu'elle va plus loin. Elle s'écrit même dans l'ADN des enfants. C'est-à-dire, demain, quand j'aurai des petits-enfants, tu vas voir qu'il y a des choses peut-être que je n'aurais pas dit même à mes petits-enfants là. C'est une information qui se transmet. Donc, c'est à nous aujourd'hui d'avoir la jugeote, de transmettre la bonne information, de dire ça, ce n'est plus garçon. C'est comme on disait, souvent on dit aux garçons, un garçon ne doit pas pleurer. Qui a dit qu'un garçon ne doit pas pleurer? Alors, bon, mon fils dit que c'est lui. Qui a dit qu'un garçon ne doit pas pleurer? Donc, il doit pleurer. Quand je traverse mes situations de crise avec le cancer, il y a des moments où on est pleuré. Je dis, Yann, je n'en pleure plus. Il pleure avec moi. Donc, comme je vous dis, c'est important. On doit aujourd'hui, on ne doit plus se combattre. On doit voir que, je vous dis que on a les mêmes informations, on a les mêmes us, que ce soit dans le matronage, que ce soit dans la manière de faire. Pourtant, on ne se connaît pas, hein, on ne s'est jamais vu, mais vous voyez qu'on a les mêmes us et coutumes. Pour dire que c'est tellement profond et c'est à nous maintenant de continuer à transmettre ce qui est bien. Et puis, comme dans une corbeille d'ordinateur, et de dash ce qui est mauvais. Voilà. Alors, si je comprends bien, il y aurait un nouveau féminisme qui émerge? Myriam? Je ne sais pas si c'est un nouveau féminisme, mais en tout cas, une nécessité. En tout cas, moi je pense que nous devons, enfin en tout cas, je sais que pour la Guadeloupe, la Martinique, nous devons rendre nos sociétés attractives, nous devons rendre nos sociétés, ils doivent faire bon vivre pour nous. Or, ce n'est pas tout pour le cas. Hein. Malheureusement, ce n'est pas tout pour le cas. Et je crois que vraiment le défi, hein, on entend tous hein, les messages alarmistes, les changements climatiques, la nécessité du progrès, de changer la façon de progresser, le bien-être, la paix. Nous sommes dans ces grandes valeurs qu'il faut continuer à sécuriser. Et c'est là que en tant que femme, je pense que pour pouvoir créer ce climat de paix, ben, il faut que je décrypte les traditions pour pouvoir les transmettre, parce que sinon je vais continuer à transmettre des relations conflictuelles entre les hommes et les femmes. Je vais continuer à être dans des situations d'assujettissement. Et c'est vrai que bien sûr, on perd des plumes, hein, mais je me dis que si aujourd'hui Corinne a pu être présidente de l'université,
c'est parce que, eh bien, il y a eu Gertia Archimède qui a été avocate dans les années 20 et qui a permis, voilà, donc au fur et à mesure, et j'imagine qu'elle a dû perdre des plumes. J'imagine qu'elle a dû perdre des plumes. Ça n'a pas dû être simple. Ouais. Mais voilà, donc je crois que c'est un féminisme qui continue, en qui progression, avance qui évolue. et qui vraiment certainement devient et qui doit continuer à créer des données, des ressources. C'est pour ça que vraiment, Sabine, merci pour ces échanges, parce qu'il faut donner du contenu, des messages, des façons de comprendre. Moi, je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui doit alimenter la réflexion des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, pour pouvoir avoir une société meilleure. Donc vraiment le défi, c'est de continuer à analyser nos traditions, parce que comme dit Raymond, nos traditions sont le ciment aussi de nos sociétés. Hein. C'est pas parfois d'ailleurs, c'est tout le temps. C'est le ciment de nos sociétés. Donc pour faire une société meilleure, il faut pouvoir déconstruire il faut déconstruire les traditions, il faut en tout cas les voir de façon critique. Donc, il faudrait revisiter nos traditions, déconstruire certaines normes qui sont admises depuis plusieurs années, mais en même temps, à travailler pour améliorer les relations entre hommes et femmes. Oui. Il y a l'aspect éducatif que disait Corinne aussi, commencer dès l'âge, le plus jeune âge, éduquer les garçons. C'est très important. Éduquer aussi les garçons. Élise? Oui, je voulais juste ajouter peut-être par rapport au terme afrodescendant, parce que moi, étant de père noir et mère blanche, ayant des enfants blancs qui ont un arrière-grand-père noir, aussi dans la transmission que je veux faire à mes enfants, il y a quand même pour moi beaucoup la question de l'identité. On parlait du féminisme occidental. Moi, je suis vraiment entre les deux, et c'est aussi cette table ronde qui me permet aussi d'avoir une meilleure connaissance justement de tous ces féminismes. Moi, je connaissais plutôt le féminisme occidental, mais voilà, grâce à cette table ronde, on échange depuis plusieurs semaines, j'ai pris conscience du féminisme afrodescendant, que voilà, on peut être dans telle ou telle case, et comme le rappelait Raymond, il y a effectivement un équilibre à trouver, à transmettre, pour savoir qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont, d'où on vient. C'est ça aussi le défi, quoi. Je pense, qu'est-ce qu'on transmet. Voilà, on est obligé de transmettre d'où on vient, et peut-être que pour les afro-descendants, voilà, c'est aussi il y a ça qui va avec, quoi, avec le féminisme. C'est dur de délier la question de l'identité enfin c'est voilà, ça va ensemble. On peut pas les dissocier en fait. Non, pas du tout. Quelque chose qu'on transmet, donc ça va aussi avec. Corinne dit oui, on peut pas dissocier les deux. Hein. Non. Mais je dis quand même, faisons attention à ne pas dissocier, parce qu'il faudrait pas transmettre, par exemple, me semble-t-il, comme un héritage, quelque chose de glorieux, l'histoire de la femme Potomitan, parce qu'on a aimé que notre mère ou notre grand-mère soit comme ça. Donc je crois que, comme Myriam le disait, il faut vraiment garder un regard critique et ne pas transmettre des rôles sociaux tout faits, quoi. Et en ce sens, je dirais aussi que toutes les femmes n'ont pas nécessairement besoin de passer par la maternité. Il faut aussi entendre le discours des femmes qui ne veulent pas être mères sans les juger. Oui. Et d'anti-femmes ou de fausses femmes, ou comment on peut être assez violent aux Antilles quand les femmes n'ont pas de désir de maternité, on les culpabilise. Et je crois que le défi, c'est d'arrêter de culpabiliser les femmes. Parce qu'il y a un discours ambiant de culpabilisation des femmes, et les femmes s'auto-culpabilisent, elles s'auto-censurent. Et je crois que vraiment le défi, c'est de transmettre l'audace d'essayer, l'audace de faire
tracer des voies que personne n'a tracées avant et de voir ce que ça va donner sans jugement ni condamnation, surtout pas de la part des femmes. Être des pionnières, en fait, voilà. dans la transformation. Et être accompagnée, parce que quand on est pionnier, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a au moins le mérite d'essayer. Alors que je trouve qu'on nous élève beaucoup trop dans la peur. Oui, dans la peur du risque et la peur de découvrir des choses et peut-être de changer le moule. Mais voilà, donc je crois que c'est vraiment ce discours culpabilisant que je retrouve beaucoup aux Antilles. Alors, dans mes réflexions, à partir de mes lectures et de toutes mes recherches sur la question, et puis mes points de vue également, bien sûr, je m'étais arrêtée en disant que pour l'Afrique, le féminisme, c'est une transformation sociale. Pour les Antilles, le féminisme, c'est une transformation identitaire. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a du vrai ou est-ce qu'il s'agit d'une transformation sociale pour les deux? Moi, je dirais que qu'il n'y a pas beaucoup de différence, Sabine. Parce qu'en fait, parce qu'aujourd'hui, tu sais, Corinne elle nous a apporté une nouvelle perception. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en Afrique, parce qu'avant les années 60, n'oublions pas qu'il y avait le travail forcé. Oui, par exemple, vous êtes descendants d'esclaves, mais nous, on a travaillé, on vous obligeait à travailler gratuitement, par exemple, pour les sociétés de bradage, pour les sociétés. Donc, elles ont travaillé. Par exemple, une partie de la Côte d'Ivoire a été libérée par des femmes quand elles ont marché, quand leur mari était emprisonné. C'est-à-dire que c'est toujours par rapport au modernisme qui vient de là-bas qu'on s'identifiait. Mais maintenant, si on s'identifie par rapport au modernisme, on le prend plutôt comme un développement de notre estime, de notre identité, un changement, on peut s'identifier par rapport à eux, leur perception des choses, mais on va s'identifier à nous. Parce que comme je dis, moi, je suis tellement épatée qu'on a les mêmes us et coutumes. La dernière fois, je disais que quand je suis dehors, que j'ai envie, j'ai besoin, je mets le crachat sur le nombril. Mais moi, j'ai entendu plein de personnes aux Antilles qui disent ça. Mais c'est plus, comment on appelle ça, notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire, on nous a relayés tellement très bas, mais je pense que ça vient d'abord, le fait que ça soit social, c'est qu'on se reprenne. Comme un peu Madou le disait, il faut, tu vois dans la chanson, elle dit, prends ta place. C'est cette place-là qui a été cassée par le colonialisme, qui a été cassée par les guerres, parce que c'est toujours toujours nous qui souffrons. Aujourd'hui, quand il y a des situations, oui, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas de guerre, mais aujourd'hui, hier, comme ça, j'ai assisté à une conférence au Canada, je vais dire dans les pays là, c'est difficile, parce qu'on te dit, tu dois travailler, mais qui va garder tes enfants? En même temps, tu gardes tes enfants, tu dois travailler la nuit. Il y a une dualité. Ton enfant fait des cauchemars. C'est pour ça que je disais qu'il y a un équilibre, parce qu'on ne peut pas faire les choses, tu donnes à téter, mais si tu travailles, tu ne peux pas donner à téter. Excusez-moi de faire du coq à l'âne, c'est juste que pour envoyer tous les sujets en même temps, mais je pense que ça se situe dans notre identité. Quand tu es correct avec ton identité, je pense que le social suit. Mais si tu ne te connais pas, que tu veux te placer socialement et que tu n'as pas une mentalité renouvelée, tu auras un problème toi-même à t'affirmer dans ce que tu auras choisi. Moi, aujourd'hui, si je choisis de faire, c'est comme moi je dis la cuisine avec ma famille, c'est une thérapie, c'est juste une activité, c'est une philosophie. C'est pas cuisiner parce qu'on a envie de manger, mais on se retrouve là comme une activité de plaisir. Si je prends le tam-tam tout de suite, on vient pour taper, c'est pour taper comme on dit aujourd'hui, on tape. Ou bien si je fais les instruments. Mais il faudrait qu'on comprenne que d'abord, c'est pour l'émancipation de notre propre estime de nous-mêmes. C'est nous repositionner comme un peu cette Amazon sans perdre de les Amazones, souvent, il y en a qui se coupaient les seins, peut-être Madou va me dire. Mais c'était leur choix de se couper les seins. Mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient dénaturées, elles étaient toujours des femmes. Mais je veux dire qu'il faudrait qu'on soit toujours nous-mêmes, c'est notre identité. Même, je veux dire, peu importe quand on soit là, on est tous des métis. Même quand on est en Afrique, ma mère est du nord, du sud, on est tous des métis.
on aura toujours un problème identitaire, même quand ce soit avec notre langue maternelle et les ethnies, tout ça. C'est comme en Côte d'Ivoire. La seule chose seulement, c'est qu'on n'est pas département de d'outre-mer. Mais il n'y a pas de langue. Ils n'ont pas laissé de langue nationale. Il n'y a que des petites langues. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le français, on n'allait même pas pouvoir se parler en Côte d'Ivoire. Mais donc, c'est une question identitaire. C'est-à-dire que nous, les femmes afro-descendantes, on s'identifie à qui? Aujourd'hui, on doit s'identifier à Sabine. Je dois m'identifier à Kali. Je dois m'identifier à Madou. Aujourd'hui, tu vois, c'est important. Et quand on regarde comme ça, quand je ferme les yeux, je m'identifie à qui? À quelle femme noire? Mais je peux ensuite m'identifier à une femme qui twerk. Est-ce que c'est ça? C'est ça que je veux montrer à ma fille? À mes 3 filles? Non. C'est une identité de nous positionner. Et je termine pour laisser parler les autres. C'est une Alors, écoutez, on a déjà, oulala, 1 heure est déjà passée là, et il nous reste encore quelques minutes pour terminer. On va tout à l'heure entamer la conclusion, mais nous sommes très, 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 très suivis. Je remercie à tous nos internautes qui sont connectés avec nous en ce moment et qui font part de quelques commentaires. Bon, alors Patricia Cancel qui disait que l'histoire de notre pays a réservé une place toute particulière aux femmes. Bon, c'est sûr que les commentaires sont rentrés au fur et à mesure aussi de vos interventions. Alors, il n'y a peut-être pas dans l'ordre. Alors, Nikki qui dit, je ne pense pas que ce soit le discours des hommes, mais plutôt une histoire de culture et de tradition. Ça fait référence à un commentaire que vous avez dû faire, hein. Il y a eu aussi un autre commentaire disant c'est pourquoi il y a plus de femmes qui deviennent des entrepreneurs. Patricia Cancel qui dit mon constat, notre société a évolué vers une forme de modernité. Les transmissions intergénérations ont du mal à se réaliser puisque notre pays se vide d'une grande partie de sa jeunesse. Donc, ça serait peut-être un des enjeux aussi, des défis que la femme se retrouve à vivre en ce moment parce que plus de jeunes se retrouvent à vivre de l'exode. Elle confirme en disant que nous sommes nos propres freins, donc en tant que femme. Il est important de valoriser sa féminité dans la créativité. Elle rejoignait Élise qui avait fait un commentaire. Sophie Lambert qui dit que Raymond, vous avez totalement raison, la transmission par l'éducation est primordiale, les enfants sont l'avenir. Donc voilà, vous avez plusieurs commentaires qui rentrent comme ça et qui viennent un peu ponctuer vos prises de parole par rapport à vos interventions. C'est sûr, là, on pourrait s'étendre tellement sur la question, tellement sur le sujet. Il y aurait tant à dire, mais il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir qu'on s'arrête. Puis moi, j'aimerais effectivement vous entendre sur la conclusion. Je pense qu'il y aurait une petite conclusion à faire. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure dans ma compréhension, j'avais compris qu'il y aurait une Afrique qui serait dans une transformation sociale avec son féminisme et aux Antilles, une transformation identitaire. Raymond a touché le mot en disant qu'elle pense que ça concerne plus l'identité. Après, je vais vous laisser vous-même dire ce que vous en pensez. Ça va être le mot de la conclusion, en fait. Notre conclusion va se fermer sur cette phrase-là, sur cette réflexion-là, qui reste ouverte pour peut-être une autre table ronde par la suite. Alors, Myriam. Oui, mais, merci Sabine. Mais en fait, moi, je pense que le défi pour les hommes et les femmes de nos sociétés africaines ou afro-descendantes, c'est de vraiment faire coexister féminisme et tradition, parce que les traditions sont effectivement des éléments qui font société, mais qui, de toute façon, doivent être relus ou en tout cas analysés ou légitimés autrement que par des rapports de domination. Donc aujourd'hui, pour moi en tout cas, je pense qu'il faut continuer cette approche féministe des choses pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir, quand cela est possible, mettre en place les outils, les leviers qui permettent de les remettre en question. Alors après, du coup, moi j'ai une réflexion sur
qui va un peu plus loin, même institutionnel. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens institutionnels, en tout cas au niveau des pays francophones de la Caraïbe, est-ce qu'on a les moyens de mettre en place des mécanismes qui tiennent compte de nos rapports à la famille, voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose de spécifique qui nécessite qu'on ait une approche institutionnelle propre? Voilà. Est-ce que par rapport à la fameuse famille, à la fameuse vision potomitan, si on veut vraiment mettre une famille potomitan, ça veut dire qu'il faut mettre en place des mécanismes qui lui permettent de pouvoir être potomitan avec pas trop de charge mentale dans la tête, pouvant travailler, étant heureuse, voilà. Donc, ça veut dire que si c'est pas possible, alors il faut casser ce mythe potomitan et permettre à la femme d'être ce qu'elle est. Donc, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il faut que les traditions et le féminisme coexistent et soient inclusifs pour permettre que les hommes et les femmes trouvent leur place dans ces relations. Tout à fait. Élise? Ben oui, pour embrayer sur le terme tradition, les traditions, c'est quoi ça? Ça évolue avec le temps, ça change avec le temps. C'est relatif, c'est la tradition d'avant, la tradition de maintenant, la tradition d'un endroit, d'un autre. Donc, si les femmes n'étaient pas dans la tradition avant, et maintenant on la construit et ça va devenir une tradition d'être une femme à telle ou telle place. Donc, la femme pratique la tradition et elle en fait partie et elle peut la transmettre, que ce soit par la maternité ou pas, parce qu'elle choisit de ne pas être mère. Elle a d'autres façons de transmettre que ce soit par l'art ou par beaucoup de choses d'autres, par le fait d'être prof et transmettre ou n'importe quelle façon de transmettre. Il n'y a pas de raison de ne pas s'approprier la tradition et de la transmettre, parce que la tradition, c'est le reflet de la société à un moment donné. Donc, si on est comme ça maintenant, c'est que on peut en faire partie. Parfait. Corinne? Parfait. Je ne serai pas très longue, je dirais simplement, effectivement, comme Élise vient de le rappeler, que les traditions ne sont pas figées. En aucun cas, les traditions ne doivent être complétées, me semble-t-il, pour véhiculer de la domination. Donc, il faut les réinterpréter constamment. Et puis, je crois que nous avons la chance de vivre dans un monde très ouvert et que c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui ne soient pas totalement positives dans le fait que les jeunes partent, mais je trouve que c'est bien aussi qu'une partie des jeunes partent, se confrontent au monde dans sa diversité, dans sa complexité, et viennent aussi questionner les traditions de manière intergénérationnelle. Et je ne suis pas aussi pessimiste que ça, parce que je crois qu'avec, par exemple, quelque chose comme WhatsApp, il y a beaucoup de groupes de familles qui se constituent. On discute, en tout cas, moi, j'ai des neveux, des nièces un peu partout dans le monde, et ils discutent avec papy, mamie. On est tous sur un grand groupe familial et ça discute de tout. Et je trouve qu'on est très, très proches. Tandis que moi, quand j'étais étudiante, j'envoyais une lettre par mois à mes parents, le temps que ça revienne et tout. Donc, on discute tous les jours et je crois que ce discours intergénérationnel a pris d'autres formes et que les réseaux sociaux peuvent y aider et permettre une proximité et aussi un partage d'idées, parce que j'ai vu mes parents à moi, ma mère a 81 ans, évoluer grâce à ces petits-enfants, parce qu'ils ne lâchent pas le morceau, ils ne lâchent pas l'affaire et ils disent ce qu'ils pensent et ils bousculent et je trouve ça magnifique. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres commentaires qui rentrent justement par rapport à vos mots de conclusion. Monsieur François Requet qui dit qu'il est d'accord avec Élise. Les traditions ne sont pas immuables et elles peuvent évoluer positivement avec la société. Et également, par rapport aux commentaires que Myriam avait fait, Madame Nadia Ardisson qui dit que c'est important du constat de l'évolution de la femme dans nos sociétés en mutation. On va entendre Madou se prononcer aussi. Alors Madou, c'est le mot de la fin. Hein. C'est quoi qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ça? C'est pas mon jour aujourd'hui, comme on dit, vraiment.
je dirais, allez-y, Madou. défi majeur, c'est que le défi est de pouvoir combler le fossé entre la réalité et tout ce qui, enfin, tout Ouais, bravo. qui a été pris de pas C'est vrai. et surtout qu'il y aura une grandissante maintenant pour que les choses aillent. En gros, c'est ce que je pense. Désolé encore une fois, et vraiment, désolé. Raymond, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Moi, Oui, elle a dit que c'est une fois encore, je pense que c'est une question d'équilibre, c'est de pouvoir combler le fossé entre la réalité et ce qui est dans notre tête, parce que c'est là que moi aussi je voulais abonder pour dire, les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de nous connecter, et je pense que dans cette connexion-là, nous n'allons plus nous sentir isolés. Donc, parce que vous savez, souvent dans la perception de notre tête, qui n'est pas toujours la réalité, il y a comme un fossé avec la réalité. Alors, si nous partageons notre réalité, donc nous allons nous dire, ah, mais ça, je dois l'enlever, ça, je dois l'enlever, parce que comme on dit, rien n'est humiliable. On doit être comme des pâtes à modeler, on doit être comme, pour pouvoir s'adapter. Et de toutes les manières, on a vu plein de choses. On a dit, il y a eu le contemporain, il y a les choses, mais il y a des choses qui sont restées qu'on continue à véhiculer. Mais c'est ça. Moi, je pense que ce que Madou a dit, c'est très important. C'est de vraiment réduire le fossé entre la perception et la réalité, de les rapprocher pour que nous puissions évoluer tous ensemble. Et je pense que c'était une belle initiative parce que aujourd'hui, je vois que tout le Canada est en train de prendre ce proverbe africain. Seul je vais vite, ensemble nous allons plus loin. Nous avons besoin de tout un village pour éduquer un enfant. Mais aujourd'hui, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça chez les afro-descendants parce que c'est pas mon enfant. Non, parce que si le voisin voit ton enfant passer dans la rue à une certaine heure, il n'a pas besoin de dire, mais je vais appeler ton enfant. Il te donne une taloche, il te donne, j'ai une arme chez moi, ce sont mes babouches. Ça vole à la maison. Donc, ça vole. Donc, ça, c'est mon âme secrète. Quand les enfants me disent, je fais voler ça. Donc, les enfants me disent, maman, en même temps, la tapette, la babouche, ça vole là-bas à la centrale. C'est juste de rapprocher. Mais avec cette plateforme, on se rapproche. Et on voit qu'on n'est pas si différente que ça. Et ça nous permet de nous identifier. Et moi, comme je le dis, j'espère qu'on ne va pas rester vraiment sur ce leadership au féminin, sur ce féminisme. Le féminisme doit être tous les jours. On ne doit pas seulement le faire quand on marche. On doit le faire, je ne sais pas, une fois chaque 3 mois, mais on a besoin de se sentir conscientisé, de venir regarder qu'on n'est pas toujours en train de ramer à contre-courant. On a besoin de cette connexion-là. On a besoin de savoir que, oui, c'est pas parce que, oui, je suis afro-descendante que je suis au Canada. Je suis différente de Myriam, je suis différente d'Élise, de Madou, on se rejoint. De toutes les manières, notre défi dans la société sera toujours identitaire parce qu'on sera toujours afro-descendante avec les hommes, avec les blancs, avec les ceci. On est toujours au bas de l'échelle. Donc, on est obligé de se solidifier, on est obligé de rester main dans la main parce qu'on est obligé, c'est toujours la femme noire qui sera obligée de sortir du lot. Donc, je pense que c'est une solidarité pour pouvoir nous positionner. Parfait. Donc, le mot de la fin a été donné par Raymond. Je vous remercie toutes pour votre participation, pour vos témoignages, vos analyses, vos commentaires. Cette discussion nous ramène vers ce rôle de transmission, de préserver aussi, de réveiller la conscience. On l'a dit, il faut maintenant trouver des manières pour faire coexister ce féminisme avec les traditions, de faire une relecture des rapports entre les femmes et les hommes, de déconstruire les normes et d'harmoniser justement ces relations et de réduire ce fossé, comme disait Madou, entre la perception et notre réalité. Alors vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous nos internautes qui nous ont suivis. Merci. Tous ceux qui ont pris le temps de nous mettre leurs petits commentaires. Je rappelle que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle
et célèbre la force des dames, des femmes autour de l'identité. Alors, restez connectés pour ceux qui nous suivent pour nos prochaines actualités. Nous revenons avec Noter Rencontre. La semaine prochaine, nous recevons Katia Panel, qui est originaire de la Guyane. On sera en direct avec elle de la Guyane. Elle est la présidente de l'association culturelle WAPA. Et la fin de semaine suivante, eh bien, nous recevons Élise, qui va nous parler un petit peu de son travail qu'elle fait avec l'accordéon. Alors, restez connectés. Nos deux rencontres s'en viennent. Et on vous dit à bientôt et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci.